Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. L'INSEAC du CNAM. Fermons les yeux. Nous sommes dans une salle de classe des années 60. Le maître d'école allume le poste de radio et projette sur un écran blanc des diapositives capables de capter l'attention des élèves. Ce dispositif, autant audio que visuel, s'appelle la radiovision. Je m'appelle Laurent Garot et j'ai découvert ces fonds de la radio et de la télévision scolaire dans les archives du réseau Canopé. Accessible sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, ces émissions continuent à être numérisées. Dans ce documentaire que vous allez entendre, Thierry Lefebvre, érudit de l'histoire de la radio, présente cette petite histoire mal connue des usages éducatifs des médias. À travers l'exemple de la radiovision, il s'attarde sur une idée toute simple, celle d'adjoindre la photographie à des sons, de manière à enrichir un enseignement, à capter l'attention des élèves, à ouvrir de petites lucarnes qui transportent les élèves au-delà des murs de l'école. Gilles Olivier, professeur d'histoire-géographie et membre du conseil scientifique de la Cinémathèque de Bretagne, témoigne lui aussi de cette relation aux archives audiovisuelles dans ses pratiques pédagogiques. Par leurs propos, les deux nous guident dans des fonds historiques, dans une perspective d'éducation artistique et culturelle. Cette éducation par les médias est capable de susciter curiosité et étonnement de la part des élèves. Elle nous invite à d'autres usages de collections patrimoniales. Par la découverte et l'étude de ces archives, on apprend l'écoute active et la lecture des images. On comprend que les images et les sons ne sont pas que des perceptions, mais également un langage dans toutes ses dimensions. De plus en plus, on utilise dans l'enseignement les méthodes dites audiovisuelles, qui sont là non point pour remplacer le maître, mais pour venir en quelque sorte appuyer ses cours. Ces méthodes audiovisuelles, que sont-elles? Eh bien, ça a été d'abord, bien sûr, l'image, les images que nous connaissons tous, et puis le tableau noir qui devient quelquefois vert. Il y a évidemment la télévision et la radio scolaire. Mais ici, dans la petite école de Ploemeur, dans le Finistère, eh bien, on emploie une autre méthode. Oui, alors ici, à l'école publique de Ploemeur, nous utilisons la radiovision, qui allie la radio et la projection de diapositives, c'est-à-dire de vue fixe. L'avantage que nous y voyons est surtout la couleur et le grand écran. Mais nous avons une possibilité supplémentaire, c'est le magnétophone, qui permet d'enregistrer l'émission, donc de l'utiliser au moment opportun et aussi, bien sûr, de la passer plusieurs fois si le maître le juge utile. Un autre avantage encore, c'est l'arrêt possible sur l'image et même sur le son, ce qui permet au maître un commentaire supplémentaire quand il juge que celui de l'émission n'est pas tout à fait adapté au niveau de ses élèves. Alors, les radiovisions, l'invention à proprement parler, c'est difficile à définir. Thierry Lefebvre, historien des médias, du cinéma et des sciences médicales. Ce qui est sûr, c'est que ça existait dans les années 50 aux Pays-Bas, dans un contexte que je n'ai pas personnellement éclairci, probablement scolaire déjà à l'époque, peut-être dans le cadre du réseau câblé d'un certain nombre d'écoles hollandaises à cette époque-là. On retrouve également les radiovisions, en tout cas le principe des radiovisions, c'est-à-dire film fixe, c'est-à-dire ces bandes sur lesquelles se trouve une série d'images projetées sur un écran et émissions de radio au Cameroun en 1957 avec plusieurs expériences qui sont menées par la radiodiffusion camerounaise. Nous avons devant notre micro le révérend Père Pichard, qui est président du comité français de télévision et qui est venu au Cameroun pour réaliser une expérience très nouvelle. Et nous allons lui demander quelques éclaircissements sur cette méthode, qui est une méthode d'enseignement audiovisuel qui utilise à la fois la radio et la photographie. Pourriez-vous, mon père, nous expliquer en quoi consiste cette méthode ? Bien, cette méthode, qui n'avait pas de nom jusqu'à présent, et que nous essayons de baptiser du terme de radio-photovision,
Et n'est pas une méthode que j'ai inventée, je n'ai rien inventé du tout dans cette affaire. Je me suis inspiré d'une expérience de la radio scolaire hollandaise qui avait précédé le développement de la télévision dans ce pays. Il y a 600 écoles qui sont équipées en Hollande d'appareils de projection de vue fixe et à des heures déterminées dans la journée, la radio hollandaise commente ces vues fixes. Il suffit que le moniteur fasse passer les vues les unes après les autres d'après un top qui est donné par la radio. Naturellement, tout cela est un peu dépassé en Hollande, où il y a maintenant la télévision, le cinéma éducatif, un corps professoral très abondant et formé. Donc la méthode est apparemment perfectionnée dans le cadre de ce qui s'appelle, alors le nom exact à l'époque c'est Sofarom, la Société de radiodiffusion de la France d'outre-mer, qui deviendra Okora en pratique, qui est bien connu évidemment au sein de Radio France. Et là, il y a un personnage important qui va publier la première documentation sur les radiovisions en 61, c'est Françoise Ligier, qui donc dirige plus ou moins une association qui s'intitule La Radiovision, qui vise à développer ce moyen d'éducation qui utilise donc le film fixe. On va dire en Afrique, c'est plutôt le film fixe. Ça peut être évidemment les séries de diapositives qui commencent à être largement utilisées en France, la radio et puis des livrets d'accompagnement, des sortes de syllabus en quelque sorte, qui peuvent servir à l'enseignant. Dans le numéro 74 de notre brochure programme Documents pour la classe, nous avons publié la liste des vues fixes, en couleur évidemment, que l'on peut projeter pendant l'émission. Nous savons que 300 écoles environ ont aujourd'hui ces diapositives et sont prêtes à faire fonctionner leurs projecteurs. La projection de la première diapositive ainsi que le changement des vues seront signalés par cette phrase musicale. Écoutez bien. Alors les émissions de radiodiffusion étaient relativement longues déjà, environ une demi-heure. Et elles étaient présentées sur les ondes de ce qui va devenir Radio France, les ondes du monopole, jusqu'à la fin 63 où France Culture a été créée. Donc le nom de France Culture date de l'extrême fin 63 et début 64. Et France Culture ne faisait pas des programmes en continu 24 heures sur 24 comme maintenant. Donc il y avait une interruption des émissions un peu dans la matinée, un petit peu dans l'après-midi, et donc ces créneaux horaires, moyennant finances, ont été attribués à la radio-télévision scolaire. Donc la plupart de ces émissions, au moins dans un premier temps, vont se retrouver donc sur France Culture. Alors ensuite, il va y avoir des difficultés, on va dire, entre France Culture et la radio-télévision scolaire, qui va en particulier migrer sur RFI, Radio France Internationale, et donc on va retrouver des émissions, mais ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que j'ai par exemple sous les yeux une radiovision, c'est la seule que j'ai, qui s'intitule La lettre à la poste, donc c'est sur les facteurs en pratique, et à l'intérieur il y a les diapositives, mais également un disque souple qui pouvait être utilisé, donc ça court-circuitait quelque peu la radiodiffusion. Donc ça veut dire qu'on dans la période des années 70, on programmait, on réalisait plutôt des radiovisions qui n'étaient pas forcément toutes radiodiffusées. Jeunes amis, bonjour. Vous allez entendre une émission de radiovision intitulée « Une lettre à la poste ». Savez-vous comment une lettre affranchie au tarif normal et postée le soir dans un village alsacien peut être remise le lendemain matin à son destinataire dans un village des Pyrénées après avoir parcouru dans la nuit près de 1000 kilomètres. C'est l'histoire de cette lettre que nous allons vous conter aujourd'hui.
Attention, vous devrez changer la diapositive chaque fois que vous entendrez ce carillon qui est le symbole du temps qui passe. Vous pouvez projeter la vue numéro 1. Alors, il y en a plein d'autres qui sont intéressantes. Je les trouve toutes intéressantes sur le principe. Elles pourraient être toutes réutilisées à la manière d'une séquence plus ou moins longue, peut-être raccourcie, sur YouTube, par exemple. Ça permettrait d'avoir des renseignements et ensuite d'aller vérifier ce qui a évolué depuis la réalisation de ces émissions. Mais j'aime beaucoup les toutes premières qui sont réalisées par les deux premiers producteurs. Il y en a peut-être eu d'autres, mais bon, ceux qu'on retrouve le plus souvent à l'époque, c'est Françoise Lavergne et Roger Bellis. Et donc, ils ont fait des émissions sur l'histoire de l'art, sur le Rhône, les Halles de Paris, sur des foires commerciales ou sur une visite de la forêt de Fontainebleau, par exemple, qui sont toutes très bien. Un certain nombre d'émissions, en particulier sur l'histoire de l'art, reposait sur l'analyse de tableaux qui étaient largement documentés, reproduits et qui étaient donc disponibles a priori sur le bureau d'un auditeur vraiment intéressé et pas simplement écoutant comme ça. Ça existe toujours. Hein. Connaissez-vous Julie Manet ? Vous n'avez sans doute encore jamais entendu son nom, mais sans elle, l'histoire de l'impressionnisme français ne serait pas ce qu'elle est. Pour mieux faire connaissance, laissez-moi vous présenter ceux qui l'entourent. Son père, Eugène Manet, frère du célèbre peintre Édouard Manet. Sa mère, Berthe Morisot, grande peintre de son temps. Son professeur de peinture, Auguste Renoir. Son parrain, Stéphane Mallarmé, sans parler d'Edgar Degas, qui lui transmet l'envie de devenir collectionneuse. Alors, ce qui peut se passer à l'avenir, c'est que la radio numérique terrestre, dans laquelle en particulier Radio France s'est investie depuis peu, cette radio numérique terrestre dispose, enfin ces appareils de réception disposent d'un écran de réception dans lequel on peut mettre des données complémentaires. Alors ça peut être le titre de la musique qui est diffusée sur l'antenne au moment où on l'écoute. Ça peut être d'autres types d'informations et ça peut très bien être, ça dépendra évidemment de la qualité des écrans, par exemple une image sur laquelle on a envie de, non pas disserter, mais en tout cas de faire l'émission. Donc je pense qu'il y a des possibilités qui peuvent s'ouvrir, en particulier pour une radio qui dispose de moyens, comme par exemple France Culture, France Inter ou quelques autres. Donc, voilà. Mais pour ce qui est de l'usage, on va dire, systématique de l'image et surtout de séries d'images qui sont commentées par une émission de radio, évidemment, c'est la RTS, la radio-télévision scolaire, qui sera la plus importante dans ce domaine. Tout de même, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Ça ne se voit pas, non? Moi, je vois que vous avez un drôle d'attirage avec vous. Une grosse boîte, des tas de pinceaux, ouais, des paquets et même un pliant. Vous êtes fatigué? Vous savez, le camping est interdit ici. Oh, je sais, monsieur. Vous êtes peintre? C'est un peintre? Oui, et tout ça, la boîte avec les tubes, les pinceaux, le chevalet, l'étoile, tout ça, c'est pour peindre. Oh, bien dis donc, un peintre. Moi, c'est la première fois que j'en vois un pour de vrai. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Maïté. Et moi, Yves-Marie. Eh ben, bonjour, Maïté. Bonjour, Yves-Marie. Pour moi, j'ai pas encore de nom. Non, peut-être un jour, si les hommes le veulent bien, j'aurai un nom, un vrai nom que tout le monde connaîtra. Un nom qu'on lira dans les livres et dans les musées. Dans les musées? Comme le Louvre à Paris? Mais tout de même, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je croyais que les peintres travaillaient dans un atelier pour peindre des vases, des fleurs, des pommes, des couteaux. Tu veux dire pour peindre des natures mortes? Pas si mortes que ça, au fond. Mais Yves-Marie, les peintres peignent aussi beaucoup d'autres choses. Ah oui, des portraits, des dames en crinoline et des guerriers. Et même des dames pas habillées du tout. Les dames pas habillées du tout, ce sont des nus. Oui, il faut aussi peindre le corps humain, sans ces vêtements qu'il cache et le déforme. Un corps humain, c'est très beau également.
aussi intéressant que des pommes et des couteaux, et ce n'est pas choquant, car la beauté est partout dans la nature. Mais le peintre peut aussi reproduire des paysages. C'est cela que vous faites, vous, monsieur? Oui, et c'est pour ça que je suis venu dans cette clairière interdite, au risque de me faire dévorer par Dick, parce qu'il n'y a que d'ici que l'on puisse bien voir le village dans la lumière du soleil couchant. Vous avez déjà commencé votre tableau? Oh, je voudrais voir. Non, pas encore. Mais je vous promets de vous le montrer d'ici quelques jours. Mais j'y pense. Cela vous plairait-il de voir des toiles de grands peintres? Oh oui, alors. Bien sûr, mais vous ne les avez pas là. C'est très lourd. Et très cher aussi, je crois. Non, ces tableaux, je ne les ai pas là eux-mêmes. Mais par contre, j'ai un très bel album qui contient des reproductions en couleur. Et vous allez voir, il va vous amuser, mon album. Tiens, Maïté, ouvre-le. Une boîte à musique. En effet, c'est une boîte à musique. Et faites bien attention. Chaque fois que vous tournerez la page pour regarder un tableau, la boîte jouera sa ritournelle. Et commence, Yves-Marie, si ça t'amuse. Ne touchez pas la radio. Sur Gallica, on peut trouver deux radiovisions, donc des années 70. Donc l'une s'appelle Du village à la cité dortoir. Elle concerne la commune d'Achères, dans les Yvelines. Et l'autre s'appelle Vivre dans une commune dortoir. Elle concerne cette fois-ci la commune de Lésigny, en Seine-et-Marne. Gilles Olivier, historien, professeur agrégé, chercheur associé et membre du conseil scientifique à la Cinémathèque de Bretagne. Donc ces documents en fait sont particulièrement intéressants puisque d'une part ils peuvent être toujours utilisables et puis d'autre part ils renseignent aussi sur la manière dont on pouvait aborder des sujets, ici un sujet géographique dans l'enseignement et en particulier dans l'enseignement primaire dans les années 60-70. Ce qui est frappant, c'est que dans les deux cas, on parle de cité dortoir, donc on oppose finalement deux lieux, hein, donc un lieu périphérique, donc dans lequel finalement les habitants ne sont là que pour dormir, en caricaturant un peu, et puis d'autre part le lieu extérieur, donc sans doute la ville-centre où ils sont amenés à travailler. On peut très bien imaginer que, à partir de ces exemples, des élèves, quel que soit le niveau, que ce soit dans l'enseignement primaire, en collège ou en lycée, peuvent être amenés à prendre modèle en fait ce type de production et le dépasser même avec des moyens audiovisuels peut-être un peu plus perfectionnés aujourd'hui, ou en tout cas plus faciles d'accès, et en étant amenés finalement en réalisant eux-mêmes ce type d'approche à la fois géographique, historique, sociologique. Alors, je peux prendre un exemple, c'est celui du film Bréquigny-Champmonceau, qui est un quartier en fait de la ville de Rennes. Et donc, en 2003, au collège des Chalets, donc à Rennes, où j'étais enseignant d'histoire-géographie, donc j'ai lancé un projet donc sur l'année avec une classe de 4e qui s'appelait donc précisément Bréquigny-Champmonceau, un quartier des vies des histoires à la recherche de notre quartier. Alors, le titre est un petit peu long, mais parce que les élèves, et ça c'est le signe aussi du travail des élèves, avaient du mal à trancher sur un titre court et accrocheur. Donc on a préféré, avec leur aval, laisser en fait cette hésitation finalement sur le titre. Aujourd'hui, les gens qui n'habitent pas le quartier le nomment encore la ZUP Sud, ce qui signifie zone à urbaniser en priorité. Or, elle est largement urbanisée. Les habitants, eux, l'appellent le Blône car la petite rivière qui porte ce nom y passe. En fait, on peut considérer qu'il existe dans ce quartier 4 identités. Bréquigny, les Cloteaux, les Champmonceau et le quartier Suède, car les habitants qui y vivent les considèrent comme étant tous différents.
c'est un projet aussi pendant lequel l'équipe enseignante, pluridisciplinaire, mais aussi les partenaires extérieurs, ont été vraiment attachés à faire en sorte que ce soit véritablement le film des élèves. Voilà. Donc dans le cadre d'un projet artistique et culturel, donc un projet éducatif. Donc, il s'agissait d'un projet pluridisciplinaire qui réunissait non seulement l'histoire-géographie, mais aussi ce qu'on n'appelait pas encore tout à fait l'EMC, par ailleurs le français, également l'espagnol pour des raisons qui sont liées à l'histoire en fait du quartier, puisque à une époque il y avait un camp de réfugiés espagnols donc dans les années 30, et également était associé bien évidemment la documentation, donc le CDI, et donc l'enseignant documentaliste. Et ce projet pluridisciplinaire s'est réalisé en lien avec les programmes. Il s'agissait bien d'intégrer en fait les programmes, mais de les aborder autrement finalement que ce que l'on peut faire d'une manière un petit peu plus classique, et donc ce grâce au cinéma. Le projet par ailleurs était basé sur un partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne. Également un documentariste professionnel qui était notre soutien artistique et culturel. Il s'agissait d'Hubert Budor, donc documentariste professionnel rennais, est venu s'ajouter aussi à ce projet en tant que partenaire la télévision avec TVRN 35, donc qui nous a permis en fait de monter les rushs réalisés par les élèves, et qui nous a permis aussi de peaufiner la post-production. Dernier partenaire essentiel, c'est le contrat de ville, donc de la ville de Rennes, puisque l'idée en fait de ce projet était de bien avoir en tête que les élèves du collège sont aussi ou étaient aussi des habitants du quartier, et inversement. Et donc l'idée, c'était véritablement de faire aussi au passage du lien entre le lieu d'habitation, le lieu d'habitat, le quartier, et puis le collège, ce qui était aussi une façon évidemment de mieux intégrer auprès des habitants, non seulement auprès des parents, mais aussi des membres de MJC ou bien des membres des associations, d'intégrer le collège en fait véritablement dans le quartier. Et l'autre nécessité que nous étions fixés, c'était encore une fois de faire en sorte que le film soit bien le film des élèves, donc de l'écriture jusqu'au montage. Donc c'était une façon de faire l'histoire du quartier qui n'avait pas été abordée jusque-là, que ce soit cinématographiquement ou par écrit. Mais en même temps, c'est aussi pour l'époque une représentation de ce quartier par les jeunes qui l'habitent et qui sont en même temps des élèves du collège. T'as l'habitude, non? Hein? On est resté ici depuis qu'on est arrivé, mon mari, depuis que tu es arrivé en 64 ici, elle est restée, moi en 71. J'ai resté ici, j'ai arrêté mes études et je suis arrivée ici toute jeune mariée. Voilà, je me suis fait des enfants, je me suis occupée de mes 8 enfants. Pourquoi vous décidez de quitter le Maroc? J'ai travaillé, encore jeune, j'ai été sorti pour travailler. J'étais mariée à une entreprise. Ah, non, contrat. Un contrat avec une entreprise qui travaillait au Maroc. Le monsieur. Ils lui ont dit de venir en France? Oui, il est venu avec. Il dit que lui, il n'a pas de moi parce que ils n'ont pas fait le livret de famille à temps. Ils en mettent tous le 1er janvier. À tous les étrangers qui n'ont pas de date et de mois, c'est vrai. Ils ont mis le 1-1. Le 1-1. Par exemple, mon mari, le 1-1-36, Que faisiez-vous comme métier? J'étais travaillé ici, dans le quartier ça, tu sais, derrière la Sédic. Tout le quartier ça, je travaillais en an, avec des cassos. Partout. Partout, même à Pontchaillou, il a participé. Même la Sédic, je travaille dans la Sédic. Finition. Oui, c'est très dur comme travail. Hein.
suis sortie un jour. Je suis sortie un jour pour y aller faire mes courses. Je suis revenue. C'est vrai, c'est la vérité que je dis. Je suis passée 6 fois devant la maison. Et je me suis perdue dans la forêt. Encore, j'ai repassé, j'ai resté jusqu'à la tombée de la nuit après ce que j'ai demandé à quelqu'un. Il m'a dit là-bas. Et j'ai passé plusieurs fois devant la maison. C'est juste à côté. Parce qu'il n'y avait que de la boue là, devant Carrefour. Il n'y avait que de la boue, des arbres. C'est tout. L'autre point important, c'est que en regardant les archives de la Cinémathèque de Bretagne, nous sommes aperçus que les archives cinématographiques, les films d'amateurs, en fait, concernant ce quartier, existaient très très peu. Il n'y en avait quasiment pas, alors qu'au départ, nous souhaitions plutôt faire justement un film d'archives. Et donc, assez rapidement, dès les premières semaines, en discutant avec les élèves, il s'est avéré qu'il était nécessaire de transformer ce film en film qui allait peut-être devenir un peu plus tard justement une archive et une source pour l'histoire du quartier. Donc c'était aux élèves de prendre la caméra avec le soutien donc du documentariste professionnel et d'aller interroger les habitants, de filmer dans le quartier. Après avoir rencontré ces habitants au collège, donc à partir d'un véritable échange en fait entre les deux. Il se trouve que ce film en fait a été donc projeté dans un premier temps et plusieurs fois donc sur la télévision câblée, donc TVRN 35, mais il y a eu aussi, et ça a été un très beau moment, très valorisant aussi pour ces élèves qui étaient encore une fois des habitants du quartier. Il y a eu une projection qui s'est faite au parc de Bréquigny, donc à la mi-juin et 2003, et les habitants du quartier ont pu voir aussi la réalisation finalement que ces jeunes avaient pu faire. Donc on avait à la fois finalement un film qui nous permettait d'aborder la question en classe de 4e de l'histoire et de la mémoire. Donc, quelle différence fait-on entre l'une et l'autre et puis, par ailleurs, ce film a largement contribué aussi à développer la notion de citoyenneté en tant que jeunes du quartier, voilà, de par les relations qu'ils ont pu entretenir, des relations extrêmement positives et constructives avec les habitants, qu'ils allaient voir chez eux, qu'ils filmaient chez eux avec leur autorisation. Et donc, ça a donné aussi des relations entre les uns et les autres que, justement, les uns et les autres ne soupçonnaient pas forcément au départ, dès lors que, finalement, cette réalisation des élèves est devenue une réalisation collective, en fait, à l'intérieur même du quartier. Au final, un film d'1 heure avec 8 courts-métrages qui a été diffusé donc à la télévision, donc à TVRN 35, donc par le Musée de Bretagne, et puis aussi dans d'autres manifestations pendant quelques années. Et ce film, on peut le voir aussi en accès libre et gratuit sur le site de la Cinémathèque de Bretagne. Situé aux portes de Rennes, le manoir de Bréquigny devait être dès le XIVe siècle une agréable résidence. La châtellenie de Bréquigny s'étendait sur pas moins de 12 paroisses, à savoir Saint-Étienne, Saint-Germain, Saint-Hélier et d'autres. Les seigneurs y exerçaient une haute justice. Ils avaient ainsi le droit de condamnation à mort. Le château de Bréquigny se faisait surtout remarquer par la vaste pelouse qui le précédait et les belles avenues qui l'environnaient. En 1949, Dans ce documentaire sonore, vous avez entendu, dans l'ordre, Téléenseignement dans le cadre de Bretagne Actualité par François Foucard en 1965, Radio Mémoire intégrale Cameroun de 1959 et Initiation à la peinture, les impressionnistes sur Radio Sorbonne en 1960. 3 archives de l'Institut national de l'audiovisuel. Une lettre à la poste, réalisée par Roger Bellis en 1972, archive de Réseau Canopé consultable sur Gallica. Oulalar d'Adèle Van Rett, émission du 8 novembre 2021, téléchargeable sur le site de France Culture. Bréquigny, Champ-Manceau, un quartier des vies des histoires, de Gilles Olivier, en 2003, archive de la Cinémathèque de Bretagne. Une histoire de la radiovision, épisode 1. Un documentaire sonore de l'INSEAC par Laurent Garot. Merci à Gilles Olivier et à Thierry Lefebvre. Réalisation d'Alexandre Manzanares et Mathis Galeron. Récolte de témoignages par Laurent Garot sur une musique originale du groupe Malo.
L'établi de l'éducation artistique et culturelle est placé sous la direction scientifique d'Emmanuel Etis. Rendez-vous sur le site de l'établi de l'éducation artistique et culturelle pour découvrir les KRIT et vous-même y contribuer. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Fermez les yeux pour mieux voir. L'INSEAC du CNAM.